Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Françoise. Bonjour Julie. Alors, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'on est dans un cadre particulier puisqu'on est à Cage. On reviendra un peu après sur pourquoi on est ici. Donc du coup, si je reprends un peu comment va se passer l'interview, donc on va revenir en détail sur ton parcours, donc savoir toi, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce qui t'a amené à être expert comptable, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça. Juste avant qu'on revienne au tout début, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, juste avant de me présenter, je te remercie beaucoup Julie de me donner cette chance de partager ce moment avec toi. Je vais essayer, tu me demandes de parler de moi, donc je vais essayer de le faire modestement, mais surtout que ça soit utile à cette action que tu mènes et que je trouve super intéressante. Donc, si je peux me permettre, je ne parlerai de moi que dans la mesure où ça peut servir cette cause-là. Oui, je suis sûre que ça va servir. Voilà. Alors, je m'appelle Françoise Savès. Je suis donc, on est ici à Bordeaux, sur le campus de Cage. Je suis à Bordeaux depuis 35 ans. Comme mon petit accent l'indique, je suis une fille du Sud-Ouest et particulièrement de la région de Toulouse. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors ? Alors, depuis le jour où j'ai quitté ma région de Toulouse pour venir à Bordeaux pour des raisons professionnelles, pour créer mon cabinet, on aura l'occasion d'y revenir. Donc maintenant, je suis quasiment bordelaise quand même si c'est bordelaise d'adoption. C'est ça, au niveau régional, mais au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu es expert comptable ? Alors, je ne suis plus expert comptable. Je l'ai été pendant plus de 35 ans. Je te raconterai ce que je fais aujourd'hui. Tu veux garder le suspense. Je veux garder le suspense. Non, aujourd'hui, je suis retraitée, ce qui ne veut pas dire que je suis sans activité. Je suis retraitée de l'expertise comptable, mais je suis active. Donc, pour reprendre un mot que j'aime bien, parce que tu sais, on a une connaissance commune, je suis retraitée / active. C'est quoi le slashing ? Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Eh bien, l'actualité d'aujourd'hui, c'est particulièrement le fait que je suis administratrice, membre du bureau de Cage Business School. C'est une chance, on pourra en redire 2 mots, parce que je suis au cœur de ce qui est important, c'est-à-dire la formation des générations qui arrivent aux manettes des entreprises, aux manettes de toutes les organisations. C'est une chance incroyable. Et en plus d'être là avec toi sur ce campus, ça a du sens quand même par rapport à ce que tu fais. Donc, je trouve que c'est chouette qu'on soit là. Et après, je suis étudiante. Donc, depuis 1 an, j'ai repris une formation. C'est ma nature d'être apprenante. Donc, je suis étudiante de l'Institut international de coaching de Genève. Et j'attends cette semaine les résultats de mon niveau 1 de la certification de coach. Donc, si je suis reçue, je vais le savoir d'ici le 1er août. J'attaque la suite, c'est-à-dire la certification de Master Coach. Ok, super. Tu nous diras si tu me tiendras au courant, Oui. savoir si tu as eu ton diplôme. Justement, en plus, quand j'avais interviewé Vanessa, tu sais, c'est pareil, c'était le moment où elle attendait les résultats du DEC. On espère que ça se passera de la même façon pour toi, puisque Vanessa avait obtenu son DEC. Et c'est marrant, du coup, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, se former. Parce que tu sais, des fois, j'ai des personnes qui ont 25 ou 30 ans qui me disent est-ce que je peux devenir expert comptable maintenant, etc. Et en fait, déjà, 25-30 ans, c'est jeune et il n'y a pas d'âge 25, 30, 40, 50, 60.
et plus. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a sans doute, de ma part, c'est vrai, une curiosité que j'ai toujours eue. Mais j'adore, enfin, vraiment, je me régale, je m'éclate. Ça me sert à titre personnel, ça sert à d'autres, donc c'est formidable. Bah, c'est super en tout cas de faire ce qu'on a envie, ce qu'on Oui, aime. oui, oui. Alors si on revient au tout début, alors où est-ce que tu es née toi Françoise? Alors, je suis née dans une petite ville au sud de Toulouse qui s'appelle Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, au pied des Pyrénées. Et alors tu étais dans quel type de famille? Euh, une famille extrêmement modeste. Alors, extrêmement modeste, je ne voudrais pas... Pas faire pleurer dans les non, chaumières. voilà. Donc, en fait, mes parents étaient... maman était plutôt d'origine d'une famille d'agriculteurs. Mon père était une famille de commerçants. Voilà, donc je suis fille unique. J'ai eu la chance, vraiment, de vivre au sein d'une famille aimante. Mais j'ai aussi été au sein d'une famille travailleuse. Mes parents travaillaient tous les deux. Maman travaillait dans une grande surface. Déjà, à l'époque, je pense que Ah c'était oui, oui, assez oui, 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 oui. rare. Voilà, maman à 92 ans, elle est en vie. Mon papa n'est plus de ce monde. Maman est à Bordeaux maintenant parce que je l'ai faite venir pour mieux m'occuper d'elle. Mais maman a travaillé toute sa vie. Elle a commencé plusieurs métiers, mais elle a fini sa carrière dans une grande surface avec le poste qu'on avait à l'époque qui représentait presque une promotion, c'était d'être caissière dans un grand magasin, tu vois. À l'époque, Oui. c'était vraiment Voilà, super. voilà. Comme quoi, ça change. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, ma famille, c'était nous trois. Et puis, des parents aimants et travailleurs. Donc, en un mot, maman, c'était dur. La vie n'était pas facile. Euh, et l'idée, c'était, ma fille travaille et il faut que tu t'en sortes par le travail. Ça a été l'éducation. Et au niveau scolaire, du coup, tu étais quel type d'élève? Est-ce que tu étais travailleuse, peut-être? Alors, en tant qu'élève, faut que je sois authentique avec toi, Julie, et avec les personnes qui nous écouteront. J'ai été très, très dissipée. J'étais une élève dissipée, une enfant dissipée. Les professeurs, c'était pas rare qu'ils appellent mon père pour dire là, Françoise, ça suffit. Et tu as des exemples à nous donner, je sais pas, de bêtises un peu que t'as fait? Oui. Alors, mon père, par conviction religieuse, m'avait mis dans une école libre. Et donc, une école libre, c'était quoi? oui, C'était voilà, c'est une école religieuse, donc à Saint-Gaudens, ça s'appelait Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tu vois. Mes parents étant extrêmement croyants, pratiquants, ils ne m'avaient pas mis à l'école religieuse par élitisme, pas du tout, c'était par conviction. Et donc, ils se serraient la ceinture pour payer, parce qu'il fallait que je sois dans cette école. Donc, je faisais tourner en bourrique les religieuses. J'étais culottée, c'était incroyable. Je peux te citer quelque chose qui me fait toujours rire quand j'en parle. On avait une mère supérieure qui était nouvelle et qui m'avait convoquée dans son bureau. Et j'avais eu le culot, paraît-il, me rappelle-t-on, de lui dire que j'étais là avant elle. Donc, j'étais très dissipée, pas très travailleuse. Et puis, il y a eu un déclic grâce à une religieuse, du coup, qui était, parce que moi j'avais des enseignantes religieuses. Et donc, à un moment donné, il y a eu un déclic. Une religieuse qui a su valoriser la petite Françoise, qui avait vraiment besoin sans doute d'être valorisée, comme beaucoup, comme tout le monde. Et donc, elle a su me prendre et elle a su faire ce déclic. Et ce déclic a entraîné que sans vraiment trop travailler, j'ai pris goût à être très bonne élève. Oui, voilà, j'ai pris goût à être la première de la classe, histoire de me faire remarquer en étant la première de la classe, sans doute. Et t'avais quel âge, vous, quand t'as eu ce déclic? Ce déclic, je l'ai eu à 12 ou 13 ans. C'était peut-être avant, tu te faisais remarquer parce que tu étais dissipée, et puis après, tu te faisais remarquer parce que tu étais la première de la classe. Oui, voilà. Donc, il y avait quelque part... parfois même, j'en ai un peu... Je suis un peu gênée de me rappeler cette petite fille qui avait vraiment toujours envie de se faire remarquer. Mais au fond, c'est aussi ce qui a été un peu mon moteur dans la vie d'agir. Après, il y avait quelque chose aussi qui m'aidait à agir, c'est que mes parents m'avaient inscrite au guide de France. Et donc, j'étais scout, guide de France. Et
Ça a éveillé chez moi un sens du collectif incroyable. Quand on fait quoi en tant que scout? Moi, je connais pas trop. Mais... Ah oui, c'est des mouvements qui sont un peu moins présents peut-être aujourd'hui, mais on se réunissait 2-3 fois par semaine. On avait des objectifs. On pouvait avoir l'objectif une année de faire une action humanitaire, de fabriquer des objets, de le vendre pour recueillir des sous. On partait en colonie, tu vois. Et puis... voilà, ça c'était moi qui étais fille unique, j'étais très contente d'être dans cet esprit collectif. J'aimais beaucoup aimer ça. Je crois que ça m'a beaucoup formé ça. Ouais, bon, on y reviendra après. Je pense que c'est pour ça que c'est important de revenir sur le tout début pour voir après toute la suite, comment des fois ça s'inscrit, ça prend ses racines au début. Donc là, quand tu étais au collège, alors tu étais plutôt bonne élève. Oui. Et donc après, tu passes, tu vas en lycée. Je sais pas si c'était très... peut-être qu'il y avait plus de gens qui arrêtaient l'école avant ou non? Non. En tout cas, dans ma famille, mes parents étaient modestes, mais j'avais quand même ma tante qui était professeure de mathématiques. C'est la petite sœur de mon père, dont elle avait bien réussi ses études. Et donc, dans la famille, il y avait cette culture de faire des études. Mes parents étaient simples, mais il y avait une culture de « sois bon élève ». Donc, même si j'ai attendu 12-13 ans de m'assagir, enfin pas m'assagir, mais j'ai pris goût. Tu as mis ton énergie dans autre chose. Voilà, exactement, j'ai pris goût. Et donc, quand tu étais au lycée, alors quel cursus tu as suivi? Je pense que ce n'était pas les bacs comme nous. Alors si, moi j'ai fait, j'ai évidemment très vite été orientée vers une carrière scientifique, parce que je n'avais, il faut bien le dire, aucun problème avec les études. Donc j'ai fait une première S, première C, ça s'appelait comme ça, seconde C, première C. Et ensuite, c'est donc la filière maths. Et ensuite, j'aurais dû faire terminale C. Mais il se trouve que, comme j'étais dans une école privée, on n'a pas été assez d'élèves doués en maths pour faire un bac C, c'est-à-dire comme un bac S, quoi. Hein. Donc, j'ai fait un bac qui s'appelait D, c'est-à-dire qui était biologie et maths. Tu vois, un peu comme D'accord, en fait, le C, c'était plus maths, physique, chimie, peut-être. Voilà, le C, c'était maths, physique, chimie. Et quand tu faisais D, tu rajoutais les sciences nat. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà des idées de qu'est-ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors si, j'avais quelque chose au fond de moi, je voulais faire médecine. Et j'avais envie, c'était un peu banal, peut-être, encore qu'aujourd'hui, quand on voit combien il nous manque de médecins. Mais voilà, j'avais aussi un modèle dans la famille. J'avais ma tante qui était professeure de mathématiques, ça ne me disait rien. Mais j'avais la tante d'une cousine qui était médecin à Toulouse. Et l'oncle de ma mère aussi était médecin à la campagne. Donc, c'est souvent quand même dans une famille comme ça que tu regardes un peu. Alors, pour te dire, il n'y avait absolument aucun expert comptable et je ne savais même pas que ça existait, l'expertise comptable. Donc, je dirais plus qu'on était sur une famille des agriculteurs, des commerçants et puis quelques membres qui ont fait des études. J'avais envie de faire médecine. Et donc là, tu passes ton bac, tu l'obtiens, je suppose, avec cette mention. Oui, alors facilement. Et ça ne va pas te surprendre quand tu connaîtras un peu plus, quand on se connaît un peu plus, c'est que bien que j'ai fait une filière scientifique et un bac scientifique, ça ne m'a pas empêché d'avoir une super note en philo. Ça, et en français. J'étais donc, tu vois, touche à tout. Voilà, ce n'était pas Françoise maths, point. Non, c'était je touchais à tout. Donc j'obtiens mon bac facilement, ça sans problème. Et donc, bien sûr, le problème de cette petite fille, de cette jeune fille de 18 ans, 17 ans et demi, c'est partir à Toulouse, parce qu'il faut aller à la fac. Les études de médecine, c'est long. Et moi, ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents, mais il y avait déjà en moi une soif d'indépendance, et je ne me voyais pas du tout rester dépendante de mes parents sur le plan financier, pendant toutes ces années. Je ne voyais pas possible. Donc, j'ai fait un projet un peu fou de choisir une carrière plus courte
et de pouvoir peut-être continuer ses études de médecine, mais en ayant la possibilité peut-être de faire une carrière, comme on disait à ce moment-là, qui était de travailler dans un laboratoire de recherche à Toulouse et de continuer mes études de médecine, chose qui ne serait plus possible aujourd'hui, mais qui pouvait l'être à ce moment-là. Donc j'ai passé un concours pour entrer à l'école, à une école de l'hôpital Purpan, où j'ai appris la biologie. Et je me suis formée à la biologie avec l'objectif de rentrer dans un laboratoire de l'hôpital, avoir des horaires un peu allégés et de pouvoir continuer mes études. Donc tu vois, le slashing était déjà là. Je rentre donc à l'école d'analyse biologique médicale de l'hôpital Purpan sur concours. 2 ans après, j'obtiens ce qui est l'équivalent d'un BTS d'analyse biologique. Je suis sortie numéro 2 de l'école. Je choisis mon laboratoire. Je vais dans le laboratoire de microbiologie et pendant plusieurs années, je vais travailler dans un laboratoire de microbiologie et je vais essayer de continuer mes études. Je pensais possible, mais ça ne l'a pas été. Voilà. Ça n'a pas été possible, d'autant plus qu'entre-temps, je suis allée vivre à Pau. J'ai suivi mon conjoint à Pau, enfin la personne à l'époque avec qui je me suis mariée, mon premier conjoint. Je suis à Pau, et puis à Pau, je me retrouve dans un laboratoire d'analyse biologique qui est beaucoup plus simple. On n'a pas les moyens qu'on a à Toulouse, évidemment. Assez vite, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu faisais quoi exactement Eh bien, là, c'était de l'analyse biologique banale, pas du tout de la recherche comme je faisais à Toulouse. C'était attaché à l'hôpital, donc tout ce qui est analyse biologique classique. Donc analyse de sang, d'urine, voilà. Ce genre de choses. Voilà. Okay. Alors c'est vrai que à l'intérieur du laboratoire, on faisait quand même des chouettes trucs, mais si j'ai envie de te dire une chose qui a été un effet déclencheur chez moi, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur des choses importantes à Toulouse. Quand je suis arrivée à Pau, ces choses-là que j'avais apprises étaient inexploitées parce que la matière n'y était pas. Donc dès qu'il y avait un problème difficile, on l'envoyait à Bordeaux. Donc un jour, j'ai un médecin, biologiste, ma patronne, devant qui j'ai mis un avis en disant que ce genre de choses, on pouvait peut-être le faire à Pau. Ce n'était pas un sujet. Pourquoi ? Pour moi, c'était simple. Et elle a eu cette phrase qui est restée. Écoutez, on ne vous a pas demandé ce que vous en pensiez. On vous a demandé de faire d'un ton extrêmement hiérarchique et autoritaire. Comme l'hôpital, c'est un peu comme l'expertise comptable. À un moment, il y a une espèce de hiérarchie insupportable. Ce jour-là... Il ne faut pas dire ça. Si, il faut le dire. Ce jour-là, Julie, j'ai su que je partais. Je l'ai su parce que c'était juste impossible. À 26 ans, ou 25... Oui, je devais avoir 26 ans, 27 ans. Je n'allais pas admettre qu'on me dise que je ne suis pas là, pour parler ou pour penser. Je dis, ça ne va pas, non ? Donc, j'ai compris ce jour-là que j'avais fait fausse route, que finalement, j'étais bloquée. Donc, j'ai dit, je pars. Eh bien, je pars vers quoi ? Voilà. Donc, je pars vers quoi ? Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Bon, tu sais, quand j'étais fonctionnaire quand même. Impossible de dire à ma mère que j'allais quitter la fonction publique. Tu t'imagines ? Ah, l'inconnu. Je pouvais dire ça à mon père, mais pas à ma mère. Donc, j'ai dit, je pars. Et en fait, j'ai fait l'inventaire de tout ce que je pouvais faire, tout en travaillant. Et je suis tombée sur les études d'expertise comptable, qui me permettaient de les faire au lycée Louis Barthou de Pau, tout en travaillant. Avec des cours en présentiel, des cours chez soi, et moi, je pouvais travailler. Eh bien, j'ai dit, écoute, ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'à l'issue de ça, je peux être indépendante. Je vais pouvoir mener ma vie comme j'ai envie de la mener. Je n'aurai pas quelqu'un qui va me dire que je ne suis pas là pour penser. J'ai vu là-dedans
la possibilité pour que mon caractère puisse s'épanouir, tu vois. Et ce carcan que j'ai senti dans la hiérarchie de l'hôpital, j'ai dit non, ça c'est pas pour toi. La matière me plaisait, tu sais, Julie. C'était sûrement passionnant, la biologie. Mais non, travailler dans un tel contexte, ça ne me convenait pas. Et tu n'as pas essayé de peut-être faire un autre... parce que là où tu étais pour la biologie, ça ne te convenait pas. Et il n'y avait pas une autre entreprise qui aurait pu te plaire Le directeur de l'hôpital de Pau, quand il a vu mon bilan de compétences, il m'a proposé de faire l'école des directeurs d'hôpitaux à Rennes. Mais le problème... Le HESP. Voilà. Et je me rappelle de ce monsieur Mouradov. Son nom te marque. Les gens que tu rencontres et qui te donnent du stroke, qui te valorisent, tu ne les oublies pas. Il me dit, on va vous aider à faire l'école des directeurs d'hôpitaux. Vous avez une aptitude à la gestion. Et donc, j'ai regardé, sauf qu'il fallait que j'embarque toute ma famille, que je change tous les 5 ans de lieu de travail en fonction de ma promotion. C'était compliqué. Tu vois, là, il y a eu le sujet un peu femme. Tu avais déjà des enfants ? J'avais pas encore d'enfants, mais j'avais un conjoint, et ce conjoint avait un métier à Pau. Et tu vois, là, il y avait le sujet. Et parce que tu crois que si tu avais été un homme, tu aurais eu moins de scrupules, entre guillemets. Enfin, toi, tu te serais plus vu suivre comme tu l'avais fait, en fait, suivre ton conjoint. Et là, le fait que ça soit ta vie professionnelle à toi, tu penses que ça a changé quelque chose ? Ça m'ennuie de dire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours combattu, même si naturellement j'ai connu des périodes où effectivement la femme avait plutôt socialement un rôle de passer en second. Et pourtant c'était pas du tout mon fonctionnement personnel, mais j'avais le poids de la société. J'avais un conjoint qui était artisan d'art et qui travaillait à Pau. J'avais un peu de mal à m'imaginer qu'il était mobile. Voilà. Donc, j'ai assez vite considéré... mais ça m'a, par contre, du coup, le fait que ce directeur du personnel me dise ça, vous êtes apte à la gestion, on fait en gros l'organisation... c'est sûrement ça qui m'a amené à regarder du côté de la gestion. Des organisations, l'expertise comptable, franchement, je ne savais pas que ça existait. Ce que j'entrevoyais quand même, il faut bien le dire, c'est que c'était un métier qui était socialement reconnu. Je pense que j'avais, comme médecin. Voilà, j'avais un peu besoin de ça quand même. Tu vois, mes parents étant des travailleurs un peu avaient des vies compliquées. Je cache pas que cette reconnaissance sociétale a compté. L'indépendance, j'entrevoyais que je pouvais être indépendante. J'entrevoyais que je pouvais être utile à des clients, à des entreprises. Je quittais un métier dans lequel moi j'étais consciente que je servais, il y avait des patients. J'allais dans les services, le matin je faisais des prélèvements, donc je voyais les patients, je revenais tu vois, donc il me semblait que ça allait nourrir mes valeurs importantes, c'est-à-dire avoir vraiment envie de faire quelque chose pour les autres, avec les autres. Voilà, j'entrevoyais ça. Donc je me suis inscrite d'abord, tu vois, je prenais pas trop de risques. J'étais fonctionnaire, je travaillais avec des horaires qui étaient relativement satisfaisants. Là, tu avais gardé ton... Ah oui. Tu t'es resté quand même là-bas. Ah oui, je suis restée à Et l'hôpital. en même temps, tu faisais tes études. Ah oui. Et c'était pas compliqué pour toi de rester là-bas alors que tu disais oui, j'ai pas supporté cette phrase. Je me suis dit, je veux partir et de rester quand même... Non, parce que l'objectif était là. Ça y était, j'avais un déclic. Je devrais la remercier, cette personne qui m'a dit... oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour penser. Enfin, on vous demande... Là, je ne vous ai pas tellement demandé votre avis. Oh, attends, tu rigoles. L'intelligence collective, ça lui était passé à côté un peu. Donc, moi, j'étais persuadée, en plus, pas du tout qu'elle allait me répondre ça. Donc, ça a été un fait déclencheur. Oui, je suis restée pendant toute la première partie des études avant de rentrer en stage. Quand c'est devenu compliqué, j'ai opté pour faire les nuits.
parce que tu faisais 4 nuits, tu avais 5 nuits de repos. Donc c'était sympa ça. Bon, je te dis pas que c'était simple. D'ailleurs, je n'ai eu mon fils, Baptiste, que lorsque j'ai fini le DECF, ça s'appelait, hein, je crois. Le DECF, c'était pour le DCG, ça? Ou non, le DESCF? Voilà, c'était lorsque tu rentrais en stage, il me restait les 2 UV et le mémoire, tu vois. Du coup, à force de parler du DCG... Donc, tu as tout passé en candidat libre oui. En même temps que tu travaillais. Oui. Et tu as passé, donc... tu n'avais pas redoublé ni rien, tu as tout validé. Voilà. Coup. Et en 1981, j'ai eu... franchement, j'ai trouvé les études... il y a eu beaucoup de trucs à rentrer. Voilà, il faut faire des fiches. Enfin, je sais qu'on parle souvent des fiches avec Julie. Tu bûches, etc. Non. Mais la première partie, j'étais à l'hôpital de Pau. Je faisais mes cours, le probatoire au DECF, le DECF, etc. Et j'allais au laboratoire. Je n'étais pas mère de famille. Et mon conjoint était tout à fait ouvert à tout ça. Et donc, jusqu'au moment où il fallait rentrer en stage, je suis restée à l'hôpital. Et la dernière année ou les 2 dernières années, j'ai opté pour faire la nuit, parce que c'était plus simple de faire les nuits. Et tu n'avais pas des stages à faire pour la licence et le master Non, parce que j'ai fait tout ça. Et puis à ce moment-là, tu pouvais avoir que les études théoriques. Mais le jour où tu rentrais en stage, alors là, il fallait forcément être stagiaire. D'accord, donc t'avais pas de rapport de stage ou autre à faire Non, c'est après. Donc, ok, voilà. donc c'était différent avant. Maintenant que tu m'obliges à réfléchir, donc, il y avait un truc qui s'appelait le probatoire au DECF, puis le DECF avec du fiscal, du comptable, enfin, etc. Et puis après tu avais ton DECF, et puis il fallait, pour passer le DESCF, il fallait rentrer en stage, en cabinet, et là, tu avais tes rapports de stage, tu avais ton certificat supérieur de compta et ton certificat supérieur de droit fiscal et le mémoire, voilà. Mais il fallait rentrer en stage, là, c'était obligé. Oui, donc là, c'était ton stage. Voilà. En fait, tu as quitté l'hôpital quand tu as dû faire ton stage en cabinet. C'est ça. Donc là, j'annonce à la famille que je vais partir de l'hôpital. Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Quitter la fonction publique, tu te rends compte? Et tu leur avais dit quand même que tu faisais cette étude-là en parallèle ou tu leur as fait la surprise? Non. Mais ce qui est rigolo, c'est que pour pas que maman soit trop inquiète, je me suis mis en disponibilité. Ça veut dire que tu te mets en disponibilité pendant 10 ans, tu as le droit de revenir. Donc, je ne suis jamais revenue quand même. Tous les ans, je répondais que je repoussais. Et là, je suis rentrée en cabinet. Et donc, en cabinet. Et là, je peux te dire, Julie, qu'en rentrant en cabinet, bonjour, la différence entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu pratiques, forcément. Déjà à l'époque, c'était déjà vrai. Ah oui. Mais tu vois, là, mon objectif, il a été clair. Vu l'expérience que j'avais à l'hôpital, je n'étais pas rentrée pour être comptable. Je serais expert comptable ou rien. Et du coup, alors, c'était quoi tes missions en stage? Parce que tu es passé quand même par la saisie. Ah ben attends, quand je suis arrivée dans ce premier cabinet, évidemment, j'avais autour de moi des collaborateurs fort sympathiques qui m'ont accueillie, mais qui rigolaient parce que je ne savais pas ce que c'était que le SMIC, ce que c'était que la tenue. J'avais un aspect, je connaissais la théorie, quoi. Et... donc, si tu veux, ce qui m'a permis de poursuivre, même si c'était dur, parce que alors, pour le coup, là, je suis devenue maman, ce qui m'a permis de poursuivre, c'est l'objectif. Ça, j'en avais un seul. Je serai expert comptable ou rien. Premier sujet. Deuxième sujet, tout ce que j'apprenais, tout ce que je faisais, même si il y avait des tâches qui ne me plaisaient pas. Pour moi, c'était l'apprentissage, la substantifique moelle dont j'allais me servir pour plus tard. J'étais là pour engranger des trucs. Jamais je me suis dit, tu feras ce que tu es en train de faire, tu le feras toute ta vie. Non, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, j'engrange. C'est une étape, ça fait partie du processus. Voilà. Et j'avais un maître de stage. J'ai sans doute eu la chance, tu vas rigoler après quand je te dirai
que j'ai eu un maître de stage qui, quand il m'a recruté, il dit qu'il est tombé amoureux de mon CV à cause de l'expérience que je viens de te dire, qui s'est dit celle-là. Donc, il a bien compris que j'étais là pour apprendre. Et il est rentré dans l'idée que j'étais là pour apprendre. Et qu'il était là en tant qu'expert comptable pour m'aider et pour transférer le savoir. Et pour vraiment t'aider à être expert comptable. Absolument. Et peut-être à devenir son associé. Absolument. Ouais. Donc, nous sommes très bien entendus. Nous sommes tellement bien entendus que c'est mon conjoint aujourd'hui. Ah, d'accord. Bah, comme quoi, des fois, Voilà. ça peut créer des Voilà. couples. Mais je dois dire que pendant les 4 années où nous avons travaillé ensemble, nous n'étions que dans un rapport de maître de stage et d'élève. Mais il m'a énormément aidé, au point que pour le dernier diplôme, je suis allée le voir en lui demandant de m'accorder 2 mois de congé sans solde parce que je n'y arriverais pas. Pour écrire le mémoire. Pour écrire le mémoire. Et il m'a dit bien évidemment que oui. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui s'est dit, elle a son objectif, de toute manière, elle a quitté la fonction publique, c'est pas pour revenir. Elle va pas s'arrêter là, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Mon objectif, c'était d'être expert comptable. Et le fait d'avoir eu ton fils, est-ce que ça t'a pas un peu freiné dans ton ascension ou comment ça s'est passé ? Ça m'a freiné au sens où, comme je te l'ai dit, à un moment, j'ai dit je n'y arriverai pas à ce mémoire. J'ai donc demandé 2 mois de congé sans solde. J'ai bien eu la chance aussi que maman m'aide à ce moment-là. Et mon mémoire... mon maître de stage, donc, qui est maintenant mon conjoint, depuis 30 ans quand même, 33 même, mon maître de stage, on a travaillé sur le sujet ensemble et j'avais la chance à Saint-Giron d'avoir une entreprise qui se montait. Il m'a donc complètement associée à l'accompagnement de la création de cette entreprise, une entreprise qui allait chercher des aides de toute la région parce qu'il fallait réindustrialiser un site qui venait de fermer. Tout le monde voulait qu'un nouveau site s'installe près de Foix, c'était près de Foix, à Tarascon-sur-Ariège. Et donc, il y avait une usine qui avait fermé. Et donc, tout le monde voulait qu'une usine s'ouvre à nouveau. Et donc, il y avait toutes les parties prenantes et j'ai fait mon mémoire là-dessus. Accompagnement de la création d'une entreprise dans un site... défavorisés. Je ne sais pas si ça existait déjà, mais c'est vrai qu'il y a des aides, notamment au niveau des charges sociales, etc. C'est ça, tout le monde s'y est mis, le département, la région. Il y avait Péchinet Eugène Kuhlmann qui a mis de l'argent pour que ce site voie le jour. Et donc, ce mémoire, accompagnement de la création d'entreprise sur un milieu, dans un site défavorisé, c'était vraiment tourné vers... pas du tout comptable, ni Excel. C'était tourné vers tout ce qui peut, à un moment donné, faire que les parties prenantes se réunissent pour mener ensemble un projet, quoi, tu vois. Et quelles étaient tes missions alors pendant le stage ? Parce que tu disais que toi, c'était pas trop ton truc. Tu t'es dit direct, je veux être expert comptable. Je suis pas là pour faire de la prod. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage ? En fait, si tu veux, Julie... je ne confonds pas le jeu et le terrain de jeu. Dit autrement, je ne confonds pas les moyens avec l'objectif. Moi, je voulais comprendre les règles comptables, fiscales, sociales. Je voulais comprendre le process de production des comptes, la fiscalité, les relations avec les impôts. Je voulais comprendre parce que mon objectif, c'était d'exercer un métier qui soit un peu celui de chef d'orchestre. Et donc, j'étais curieuse. Je voulais savoir un peu comment ça se passait. Je voulais savoir où les collaborateurs mettaient leur temps, leur énergie, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Moi, j'ai toujours été très intéressée par les relations humaines. Donc, ça m'intéressait aussi de découvrir ce qui motivait les collaborateurs. J'étais vraiment curieuse, mais avec une seule idée, c'est que de toute manière, un jour... je créerai mon cabinet. Donc déjà, à l'époque, tu te disais, je veux être indépendante, je veux être chef d'entreprise. Oui, je veux. Donc, je veux créer mon cabinet.
Je veux être indépendante et je veux impacter quelque chose, tu vois. Je veux recueillir tout ce que j'écoute, tout ce qui me nourrit, mes valeurs. À un moment, ça va donner quelque chose. Cette première expérience, finalement, je ne sais pas si j'aurais pu mener cette deuxième vie professionnelle sans la première, en fait. Parce qu'au bout du compte, tu rentres dans une formation, tu as 18 ans. Bon, c'est facile, il n'y a pas tellement de problèmes techniques à apprendre. Bon, tu apprends, puis voilà, hein, tu passes tes examens. Mais parfois, tu es un peu là sans avoir réfléchi à la suite, ce que tu vas pouvoir... Moi, j'avoue que je n'avais pas réfléchi à l'exercice du métier, tandis que là, j'ai réfléchi. Je savais ce que je voulais. Donc, c'était un peu différent. Oui. Alors, est-ce que tu obtiens ton DEC du premier coup? J'ai, pour la première fois de ma vie, très vexée de ça, échoué au dernier examen, c'est-à-dire le certificat supérieur de droit comptable, de droit comptable, ça s'appelait comme ça. Ah, ça s'appelait pas le diplôme d'expertise comptable? Non, en fait, oui, mais le DEC, il y avait 2 certificats supérieurs et le mémoire. Donc, le certificat supérieur de droit fiscal, j'ai pas eu de difficulté. Mais il y a eu le certificat supérieur de droit comptable où il y avait de l'audit et tout ça. J'avoue que ça, c'était pas mon... Il y avait des consos, tout ça. Enfin, tu vois, un peu l'épreuve de révision. Là, voilà, c'est l'épreuve de révision. Bon, j'ai donc échoué. Ça a été très dur à admettre pour moi. Bon, après, je vais pas me chercher ce que je peux dire, c'est que bien sûr que c'est dur. Il y avait le bébé, il y avait le boulot, il y avait cet été où il fallait partir bosser alors que les autres sont en vacances, passer toutes tes vacances avec tous tes bouquins. Bon. Ça a été difficile. Il y a eu un premier échec, ce seul échec. Mais là encore, mon maître de stage à la rentrée m'a aussi relancé. Il a fait son job. C'est d'ailleurs pour ça que ça a dû créer des liens. Tu n'allais pas t'arrêter, tu étais juste tout près du but de ton objectif. Ouais. Donc, Ouais, tu prends un coup quand même. Parce que quand tu te vois que ton conjoint part avec ton enfant, passer 1 mois ou 3 semaines en vacances et que toi tu restes pour bûcher, tout ça. Ouais. Donc ça a été dur. Là, tout d'un coup, tu as un doute. Mais bon, ça ne dure pas. Mais il faut être accompagné, je pense. Hein. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui te dit « Allez, ne doute pas ». Et tu te souviens pourquoi tu as échoué? Est-ce que tu n'avais pas assez bossé? Est-ce que tu n'as pas eu de chance sur le sujet? Non, je pense qu'il y avait de la fatigue. Il y avait trop de choses. Trop de choses, sans doute. Pas facile de passer ces examens en même temps que le travail. Parfois, je doute que ce soit un bon trend, en fait. Parce qu'on est assez vite pris dans la vie quotidienne des cabinets, alors que ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est quand même de découvrir toutes les fonctions et ensuite de pouvoir, à un moment, faire des choix. Mais tu vois, ça a beau être il y a 35 ans, pour avoir parlé avec toi, on retrouve encore le fait qu'on est un collaborateur. Et en dehors de ce travail, on passe les examens, quoi. Y a quand même des questions par rapport à ça. Parce que pour toi, le stage, ça devrait pas être... ça devrait vraiment te préparer au métier d'expert comptable. Oui, bien sûr, bien sûr. À la limite, je dirais qu'il faut voir quel est l'objectif de la personne. Si l'objectif de la personne est réellement d'être expert, d'avoir un certain niveau, parce que l'expertise comptable, pour moi, c'est ce niveau qui va te permettre à un moment de faire des tas de choix indépendants. Voilà. Tu as plein de choix à faire avec l'expertise comptable. Donc, si tu rentres en stage avec cet objectif-là, eh bien, ton objectif, c'est pas d'être collaborateur. Les collaborateurs, moi, j'ai travaillé merveilleusement avec les collaborateurs. J'ai eu des collaborateurs complémentaires à tout ce que je faisais. On a créé un cabinet ensemble. Mais mes collaborateurs, ils n'avaient pas envie d'être experts comptables et moi, je n'avais pas envie d'être collaborateur.
Donc, moi, mon stage, c'était, comme son nom l'indique, c'était pour découvrir et pouvoir faire des choix et connaître le process, l'usine, la production, mais aussi le conseil, mais aussi le commissariat, butiner dans tous les tiroirs de jeu, que mon maître de stage m'amène partout. Euh, et voilà, donc à un moment, tu sais que je travaille beaucoup quand même aujourd'hui avec des jeunes étudiants, c'est pas pour rien qu'on est à Kedge, je comprends leurs difficultés. Et je suis très ennuyée que ça n'ait pas évolué. Et que tu disais, tu découvres l'usine. Alors, c'est quoi pour toi l'usine Ah ben, l'usine, c'est la partie production. Euh, ça obéit parfaitement à une logique d'usine. Tu as un process de production dans un cabinet qui nécessite de collecter, traiter, produire dans un délai de la fiscalité, des comptes annuels, du social, des rapports d'audit. Toute cette partie usine nécessite qu'on se penche sur des process, qu'on améliore les process, qu'il y ait la qualité du process, qu'il y ait des contrôles sur le process. Donc tout ça, si tu veux, c'est un aspect du métier dans lequel je pense que l'expert comptable peut avoir un rôle notamment pour concevoir, pour imaginer comment il va l'améliorer, comment aujourd'hui il va le digitaliser, mais d'un autre côté, j'ai jamais fait l'expertise comptable pour être dans le process. Voilà, je ne suis pas dedans. Par contre, je suis attentive à ce que les bonnes personnes soient au bon endroit, qu'elles se réalisent, qu'elles soient épanouies dans ce process, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Donc pour toi, c'est vraiment différent. Du coup, le métier de collaborateur et le métier d'expert comptable, c'est pas du tout le même métier parce qu'on se situe pas au même niveau. Enfin, sans dire que les experts comptables sont au-dessus, mais vraiment de dire que c'est pas le même métier. Non. Alors justement, je vais mesurer mes propos parce que je ne voudrais surtout pas ni être blessante, ni donner l'impression qu'on est au-dessus. On n'est pas au-dessus. On est avec. Un cabinet, ça ne fonctionne pas si on n'est pas avec, si on n'est pas tous ensemble. En plus, tu verras que moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, notamment sur l'intelligence collective. Alors donc, je n'ai pas quitté l'hôpital où il y avait une hiérarchie insupportable, et qui est encore ça, qui est encore celle-là. Je te fais une parenthèse sur le fait qu'aujourd'hui, l'hôpital va mal, que tu comprends bien que ma fibre, elle est encore là, et que je sais pourquoi, à un moment donné, dans l'hôpital, il n'y a aucune forme d'intelligence collective qui est mise en place suffisamment. Enfin, il y en a, bon, ça commence. Mais les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins, les administratifs, tout ça, tu vois, il faut mettre tout ce monde-là ensemble. Donc, il n'y a pas de cabinet sans collaborateur, il n'y a pas de cabinet sans expert comptable, mais bien sûr que non, l'expert comptable, pour moi, en tout cas, quand je voulais être expert comptable, je ne voulais pas faire le métier que j'ai vu magnifiquement faire par les collaborateurs que j'avais avec moi, à la tête du social, à la tête du juridique, à la tête du département comptable. Des gens qui sont merveilleusement doués pour ce qu'ils font et qui sont contents de le faire, heureux de le faire. Et nous étions heureux de faire les choses ensemble. Mais je n'aurais pas fait ce métier-là. Je ne me serais pas épanouie là-dedans. Et c'est quoi alors expert comptable? C'est quoi la différence avec collaborateur pour toi? Alors, ce qui m'a animée, ça se résume à une seule chose: accompagner des personnes. C'est pour ça que je suis passée de l'hôpital à l'expertise comptable. Être utile. Est-ce que ce que je fais est utile? Donc moi, j'ai besoin du contact client. J'ai besoin de voir le client, j'ai besoin de l'accompagner dans la création de sa boîte, dans les difficultés de sa boîte. Donc j'adore ce métier où il m'a vraiment nourri. C'est lorsque la confiance s'est installée, lorsque l'expert comptable et le client sont dans un rapport, dans une position quasiment identique, position pas de l'expert, position identique. D'égal à égal, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. On se confie, on essaye de faire en sorte que le client qui a des difficultés trouve lui-même
avec notre aide, ce qui va l'en sortir. Quand quelqu'un veut créer sa boîte, il a des peurs, lever les freins, la relation humaine. Mais aussi le fait qu'il venait chercher chez moi le terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est quand le collaborateur était capable de nous apporter un travail super à l'heure, super bien fait, quoi. Enfin, suffisamment bien fait, hein. Pas besoin d'être... Mais quand on a des collaborateurs qui sont top sur le plan de la technique, sur qui tu peux t'appuyer pour avoir un terrain de jeu, les comptes, les statistiques qui sortent du social, les dossiers juridiques, enfin tout ce qu'il te faut pour qu'à un moment, tu partes d'un terrain qui est bon, pour dire au client, moi je peux vous... Attendez, là j'ai vu, je vous analyse, je vous conseille. C'est ça le métier. Est-ce que pour toi, il n'y a pas forcément besoin de faire X années de production pour pouvoir conseiller? Parce que souvent, c'est ce qu'on entend, tu sais, oui, mais tu es obligé de passer par la case production pendant plusieurs années si tu veux faire du conseil. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben écoute, on a dit qu'on était authentique dans ce podcast, alors je vais faire un coup de baguette magique et je vais te dire que lorsqu'un jeune se destine à être expert comptable, je pense qu'à un moment, je fais ma baguette magique. Je pense qu'il peut passer 3 mois là, 3 mois ici dans le cabinet, à découvrir. Alors, on va lui faire découvrir tel secteur du cabinet, qui comprenne le process de la paye, des charges sociales, des déclarations, qui comprennent le process de production fiscale, ce que c'est que des délais, qui comprennent le process du juridique, de la compta, du commissariat aux comptes, qui comprennent également la gestion d'un cabinet. On va le faire passer, par exemple, à ce que c'est que l'analyse des temps, comment on vend une mission, comment on dissocie dans la mission le côté cyclique et acyclique, comment on peut faire l'étude des malus lorsque les collaborateurs, finalement, on a mal vendu la mission et on se retrouve avec des malus sur les missions. Donc, il y a aussi la gestion. Donc, si j'avais une baguette magique, je dirais qu'un stagiaire, pendant ces 3 ans de stage, il doit passer par tout ça. Il doit passer par tout ça, non pas parce qu'il est collaborateur chargé d'un portefeuille, mais parce qu'il est en train de regarder toutes les fonctions, le management, comment on valorise les collaborateurs, comment parfois il y a des difficultés relationnelles et comment on peut les faire baisser le niveau de stress lorsqu'il y a des difficultés. Il devrait passer dans tout ça, dans toutes ces fonctions-là pour en faire à l'issue cet expert comptable qui va s'associer, qui va créer son cabinet, un patron, quoi. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ça fait un peu comme si c'était un chef d'entreprise qui devait, si on refait le parallèle avec cuisine, qui devait regarder dans chaque partie de son entreprise comment ça se passe pour après pouvoir piloter. Bien sûr. Et j'ai envie de dire que c'est un peu ce que moi j'ai fait. J'ai imposé ça. Donc, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Hein. On s'étonne, par exemple, que aujourd'hui, j'entends des confrères et consoeurs me dire oui, mais les experts comptables stagiaires, c'est pas comme avant, ils changent. Ils changent de cabinet. Ben, on est bien d'accord. Les 3 ans de stage, on nous redit que c'est important d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et bien alors, on va acquérir de l'expérience professionnelle dans tous les tiroirs de jeu. Et comme ça, on sort, on a le diplôme en poche et en plus, on a cette expérience professionnelle. Mais l'expérience professionnelle, c'est pas de tenir un portefeuille de tenue, de déclaration de TVA, etc. Non, je pense par exemple qu'un expert comptable stagiaire devrait être associé à toutes les réunions un peu stratégiques du cabinet. Oui. Ouais. C'est une vision qui paraît un peu utopique, je pense, non, aujourd'hui. Puisque... oui, mais c'est vrai que j'ai dit que si j'avais une baguette magique, je voudrais que tous les stagiaires fassent ça. Mais non, pour en parler quand même avec des consoeurs et confrères, il y a des cabinets qui fonctionnent comme ça. Que le problème, c'est que vu qu'aujourd'hui, on a des soucis au niveau du recrutement, bah, tu recrutes quelqu'un, tu le payes, c'est un expert comptable stagiaire, il a un niveau technique relativement élevé.
Et le fait de lui faire découvrir les différents services du cabinet, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent mais c'est pas possible, déjà on n'arrive pas à recruter, alors si on en a un sous la main, forcément il faut qu'on le garde et qu'il fasse de la prod, quoi. Je suis consciente qu'il y a des difficultés de recrutement. J'ai eu assez de postes à responsabilité dans la profession pour savoir que on a des difficultés de recrutement, d'attractivité. C'est difficile. Mais tu vois, c'est un petit peu comme le chamboulement climatique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être un peu malheureusement, il faut être un peu au pied du mur pour essayer de penser autrement. Donc je pense qu'il faut penser autrement. Et d'ailleurs, le travail que tu fais, Julie, il est utile. Il plaira pas à tout le monde. Et ce que je dis là ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est pas ton objectif de plaire à tout le monde. Et non, moi non plus. Je pense que voilà. Et moi non plus. Après, ceux qui m'écoutent, je pense que j'espère que je leur plais un peu, mais de toute façon, si on plaît à tout le monde, on plaît à personne. Et... C'est ça. Donc tu es pas là pour plaire à tout le monde, moi non plus. Donc en fait, moi je suis là on est à Kedge, je suis au cœur de ça. Donc à un moment, c'est le meilleur moyen, le meilleur endroit pour prendre le pouls de ce qu'attendent les jeunes. Donc, tu ne vas pas trouver chez moi quelqu'un qui va te dire « Ah, les jeunes, non, très, très bien, écoutons. » Donc, il y a un problème d'attractivité dans la profession. La question va se poser, comment on le prend, ce problème ? Est-ce qu'on le prend en disant ce que tu viens de nous dire ? Ah bon, on va prendre les stagiaires et puis là, on n'a pas le temps de leur faire découvrir. On a des belles têtes qui sont bien remplies, ils sont motivés. Tu vois, à Kedge, par exemple, on sait très bien, puisqu'on a la filière expertise comptable, on sait très bien que les jeunes stagiaires sont hyper investis. Tu as vu tout à l'heure, on en a parlé. Ils sont hyper investis, et dans leurs études, et dans leur métier. Il ne faut pas les décourager. Mais hyper investis, si pendant 3 ans, ils font la même chose, si en plus, ils n'ont pas un signe de reconnaissance, quoi, tu vois, de valorisation, de progression, en fait. Il faut que tous les 6 mois, ça progresse. Autrement, ce n'est pas un stage d'études, c'est un emploi. Donc, mais il y a 20 ans qu'on entend dire que le stage, ça devrait être comme un compagnonnage. Mais un compagnonnage, c'est tu progresses, là tu es bien, tu vas progresser, le prochain semestre, tu fais autre chose. C'est comme ça qu'on va renforcer l'attractivité. Après, il y a 2 niveaux d'attractivité, Julie. Là, on parle des futurs experts comptables. On a une filière où l'employabilité est forte, tu l'as dit. Donc, forcément, il y a des gens qui vont s'arrêter, qui ne vont pas aller au bout et qui vont trouver un emploi. Là, si je suis positive, c'est que je pense que rien n'est inéluctable aujourd'hui avec la formation tout au long de la vie. Si pour des raisons de famille, d'équilibre de vie professionnelle, vie privée, d'enfants en bas âge, si à un moment donné tu fais un petit peu un arrêt sur ta carrière et que tu as un boulot, même si tu t'épanouis pas, etc., tu réfléchis à ta propre vie et tu te dis, bon, ben, je fais mes choix. Mais rien n'est définitif. Allez, pendant 1 an ou 2, tu vas t'arrêter parce que tu as ta vie de famille, parce que tu as envie de faire des enfants. C'est souvent le cas des femmes à l'âge de 27, 26 ans. Les hommes aussi font des enfants. Oui, bien sûr, mais je parle de la femme qui, à un moment donné, va se retrouver en plus physiquement au moment où elle va faire ses enfants et où, bien sûr, on va lui faire un peu la gueule parce qu'elle va être absente longtemps. Donc, où elle va avoir envie de prendre un congé parental ou un homme qui a envie de prendre un congé parental. Donc, je pense que heureusement, grâce à la formation tout au long de la vie, si tu as ton objectif d'être expert comptable, il faut que tu le gardes, cet objectif. Et puis, même si à un moment donné, il y a une pause, tu vois. Après, si tu te plais dans le métier de comptable, collaborateur d'un cabinet, que tu as la chance de tomber dans un cabinet où l'intelligence collective est poussée là où il faut, où tu as une reconnaissance des équipes, où tu progresses en tant que collaborateur. Voilà, à la tête du département social de mon cabinet, 7-8 collaborateurs et à la tête une personne avec qui j'ai travaillé 25 ans.
Bon, donc pourquoi pas, si elle est très heureuse d'être comme ça, d'être à ce poste-là. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de... Celui qui a envie d'être expert comptable, pourquoi? Comme je te l'ai dit, pour être indépendant, au contact de la clientèle, utile à des gens qui ont un parcours, se lancer dans une entreprise, gérer des difficultés. C'est passionnant quand même tout ça. Et donc on le disait tout à l'heure, alors tu as échoué à ton DEC et après tu l'as repassé, alors tu l'as eu. Oui. Et donc là, alors tu as été fière. Oui, très, très heureuse. Et c'était quoi ton projet à ce moment-là? Tu t'es dit, je vais quitter le cabinet, tu voulais créer ta propre structure. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, au fond de moi, j'avais envie de créer mon cabinet. Donc, je suis restée 2 ans quand même en même temps que je préparais le mémoire. Donc, j'avais bien grimpé dans la hiérarchie du cabinet. Et puis ensuite, c'est là que je suis arrivée à Bordeaux. Et donc, dès que je suis arrivée à Bordeaux, j'ai mis ma plaque. Création ex nihilo, c'était en 88. J'ai mis ma plaque et j'ai décidé de créer mon cabinet. Alors au début, c'était pas simple, hein. Donc je donnais des cours. Je donnais des cours de compta à l'IAE, au GICFO, à Bordeaux, ça parlerait au Bordelais bien sûr. Je suis allée me présenter à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, j'ai fait des permanences gratuites, j'étais à l'annexe au CJECA ensuite, donc je me suis fait des copains, j'ai proposé de la sous-traitance, voilà, donc, et puis c'est venu. Ça t'a pas fait peur de te lancer toute seule? Tu t'es pas dit, je sais pas, je vais pas avoir de clients? Ça m'a pas fait peur. J'ai même fait un emprunt à la Banque Populaire, je me rappelle, avec le fait que le CJEC avait des accords avec l'assurance, avec la banque. Donc j'ai fait un petit emprunt qui me permettait pendant 6 mois d'avoir l'équivalent de ce dont j'avais besoin pour vivre, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, alors, parce que tu disais que ton dernier cabinet, là, c'était ton futur conjoint, mais du coup, tu as déménagé, toi, tu es allé sur Bordeaux. Oui, donc, lui aussi. Lui est resté... Ah non, il t'a suivi. À ce moment-là, vous étiez... Non, il était venu sur Bordeaux. Lui, il avait racheté un petit cabinet de 3 ou 4 collaborateurs. Mais moi, je ne voulais pas travailler avec lui. J'avais travaillé avec lui pendant 5 ans. C'est bon, j'en avais marre. Oui, j'en avais marre, voilà. En fait, je voulais vraiment mon indépendance. Donc, en plus, il a racheté un petit cabinet. Il y avait déjà... ils étaient en structure de moyens avec 2 autres confrères. Non, ça ne me disait rien. Moi, je voulais vivre J'avais mon diplôme, c'était chouette. Maintenant, te dire que c'est facile, bien sûr que non, mais... il faut bouger, quoi. En gros, j'arrive à Bordeaux, je ne suis pas bordelaise, je suis allée à l'école avec personne. Mon mari, lui, parisien, donc il était allé à l'école avec personne, il a fait Subdeco Paris, donc on connaissait personne à Bordeaux. En fait, on ne pouvait pas s'installer à Toulouse parce qu'on avait une clause de non-concurrence, donc on est arrivé à Bordeaux. On ne voulait pas la région parisienne. On arrive, ça a été vite vu, hein, moi, CJEC, se faire des copains à travers l'ordre, tu vois, active. Alors, on est 2, conjoint expert comptable, mais lui est à l'opposé de moi. Hein. Donc, c'est moi qui suis sortie. Voilà. C'est moi qui allais taper à toutes les portes. Mais lui, il avait son petit cabinet à gérer. Moi, j'avais besoin de clients. Donc, je suis allée partout, chambre de commerce, chambre de métier, me présenter, faire des permanences bénévoles, voilà, comme je te l'ai dit. Et puis, alors, pour le coup, j'ai découvert des trucs, parce que quand tu prends tes premiers clients, c'est affreux. Là, il faut faire la tenue, oui, c'est ce que les j'allais TVA. dire. Toi qui n'aimais pas trop ça, là, tu étais toute seule, alors tu étais obligée. Voilà, donc en gros, tu comprends, mais tu as un objectif. Donc, c'est ça. Je me rappelle, ce que tu me remémorises, c'est qu'évidemment, ça m'est arrivé de traverser la moitié du département pour aller au nord de la Gironde, d'aller faire une TVA derrière un magasin à se cailler vraiment, alors que j'avais déjà une très grosse expérience. Mais jamais je n'ai quitté mon objectif. Donc, du coup, mon objectif, c'était grossir, plus de clients. Pour pouvoir recruter quelqu'un qui fasse la prod. Voilà. Et très vite, j'ai embauché Myriam. Ah, ça a été génial, toutes les deux, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Voilà, ma première collaboratrice, c'était
incroyable. Donc, je l'ai formé. On était toutes les deux vraiment la paire, quoi, tu vois. Et puis, au bout de 3-4 ans, là, il y a eu un truc qui s'est passé. C'est qu'au fond, je manquais un peu de moyens matériels. Et comme tu as bien compris que ce n'était pas du tout mon idée de me laisser envahir, ce qui m'agaçait, c'est que je voyais bien que mon conjoint, lui, il était dans un cabinet de groupe et il se dotait de plein de trucs que j'avais pas moi, tu vois. J'avais pas les moyens de faire ça. C'était quoi? C'était au niveau Alors, des outils, voilà, des il se logiciels dotait de logiciels, il se dotait de matériel informatique beaucoup plus moderne et tout ça. Et moi, tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'artisanat... Alors là, j'aurais pu faire le choix différent. J'aurais pu soit me spécialiser et ne faire qu'une activité vraiment conseil sur un domaine bien précis et rester finalement une petite structure. Moi, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ou alors, il fallait que j'accepte l'idée que quand même j'allais développer la production, mais alors avec un process, avec des moyens, des outils super modernes, des gens pour que toi, t'en formés. fasses le moins possible. Ah bah surtout. Et donc, finalement, il s'est passé que j'ai fait ce choix et j'ai rejoint le petit cabinet de groupe où mon conjoint était associé, où ils avaient une société civile de moyens, où ils avaient d'autres moyens. J'y suis arrivée en étant quand même bien indépendante sur ma petite équipe, mais en profitant de tous les moyens qu'on pouvait se payer, parce que tout de suite, j'ai vite compris que j'allais être limitée, quoi. Et donc, voilà. Et là, ça m'a redonné un nouvel élan, parce que du coup, si tu veux, j'ai toujours accepté l'idée qu'il y avait une partie de mon métier qui était de piloter l'usine, mais toujours avec cette idée que quand je parle de piloter l'usine, c'est être à l'affût des nouveautés, mettre les process qu'il faut, trouver les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes pour qu'elles soient responsabilisées. Moi, je te cache pas, Julie, qu'il y a 25 ans, lorsque j'ai décidé que je resterais chez moi une journée par semaine, c'était au début où on pouvait travailler... C'était du télétravail un peu. Voilà. Ouais, mais le jour où j'ai accepté, où je me suis dit que j'ai eu mon second fils, qui a 30 ans, et que je me suis dit, ça devait être il y a 24 ou 25 ans. J'ai dit, je vais rester une journée par semaine chez moi. Je travaillerai chez moi, je serai en jogging et je pourrai amener Arnaud faire du tennis. Et quand je rentre, je travaillerai à mon rythme, tu vois, avec le thé à la maison, le jogging, etc. Comment pouvais-je m'accorder ça si je ne l'accordais pas aux collaborateurs? Ça n'était même pas une question possible pour moi. Donc, j'ai fait une réunion avec mes collaborateurs et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais Madame Savès... Qu'est-ce que vous pensez du jogging? Certains. Ah, moi, Madame Savès, je ne veux pas travailler chez moi. Hein. École à l'opposé du télétravail. Je pense à Nathalie, par exemple. Et d'autres, on va réfléchir. Mais où ça va commencer et où ça va s'arrêter? Et on a réfléchi. Et au bout d'un an, on a trouvé que certains collaborateurs suffisamment autonomes, suffisamment responsables au point d'ouvrir et fermer, spontanément pouvaient travailler, s'ils le voulaient, une journée par semaine chez eux. C'était il y a 25 ans. C'était ultra précurseur, quoi, parce que même avec la période du Covid, il y a plein de cabinets qui ont dû s'y mettre et qui disaient jamais ça sera possible. Et alors que maintenant, c'est normal. Ça serait même. Il y a encore des cabinets qui ne proposent pas le télétravail, mais je veux dire, quand tu cherches un job et qu'on te dit il n'y a pas de télétravail. Tu as vu ce matin à la radio, ils ont donné les résultats d'une enquête récente, d'hier, je crois, qui montre que les jeunes de ta génération, Julie, 1 sur 2 exige qu'il y ait le télétravail avant d'accepter un job.
Voilà. Ça me paraît même pas beaucoup. Après, c'est Ouais. peut-être... Est-ce que c'était forcément des métiers dans lesquels on pouvait avoir du télétravail? Parce que, par exemple, Oui, c'est vrai forcément, que si tu es ouais, un métier manuel... voilà, c'est vrai que j'ai relevé surtout. Parce que ça me paraît faible. Ça te paraît faible. Moi, ça m'étonne pas. Ça pourrait être plus. Mais 1 sur 2 qui exige, c'est-à-dire qui dit s'il n'y a pas de télétravail, je n'accepte pas le poste. Ça va vite, hein. Voilà. Et ce que je veux te dire aussi sur le télétravail, c'est que du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu travailles là-dessus, comme ça, avec tes collaborateurs, tu n'es plus du tout sur la gestion du présentiel, du contrôle. Tu es sur la confiance. Voilà, tu me dis, il y a 25 ans. Alors, je vais te dire aussi autre chose. J'ai travaillé beaucoup avec les startups. Tu regarderas que quand des jeunes créent des startups, je dis des jeunes parce qu'en général, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ont ressenti un besoin, une envie, ils ont regardé, c'était pas satisfait, ils créent. Pourquoi j'ai installé ça dans mon cabinet? Parce que je voulais pour moi. Parce que mes 2 enfants ont 11 ans d'écart. Et entre les 2, il y a eu donc tout ce que tu peux imaginer. Finir le diplôme, créer le cabinet, machin, etc. Moi, pour le second, j'ai dit non, j'ai pas envie de faire comme avant. Donc, je vais rester une journée chez moi. Je pense que c'est un peu le même débat en ce moment, peut-être plus avec la semaine de 4 jours où il y a des cabinets qui commencent à le mettre en place et puis beaucoup qui disent bah non, c'est pas possible. Déjà, on est quasiment à 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Alors que si ça se trouve, dans 10 ans, c'est pas 4 jours, moi je viens pas. Enfin, ça se trouve, ça sera comme ça. Mais tu sais, je vais te livrer quelque chose. Je suis allée à un congrès il n'y a pas très longtemps et on a échangé avec une de mes amies qui est super chouette, à la tête d'un très beau cabinet, sur la réflexion de la période fiscale avec des équipes de 2-8. Mais c'est juste que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comme à l'usine, finalement. Voilà. Si on admet une bonne fois pour toutes que dans le cabinet, tu peux avoir un process, ben, l'intelligence collective, c'est ça. Hein. On a besoin des jeunes comme toi pour que le process soit intelligent, valorisé, mais pas pour qu'on dise attendez, vous avez 70 heures à faire pendant la période fiscale, parce que de toute manière, au bout d'un moment, tu peux pas. Tu peux plus faire ça. Tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu es malade, tu es découragé. Donc, non. Réfléchir sur les 2-8, réfléchir sur les 4 jours, c'est juste... alors, j'entends que certains vont dire on n'a pas les moyens de... Mais arrêtons de tirer cette partie-là du process par le bas. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les usines, soit tu tires la prestation par le bas et tu la fais dans les pays émergents et loin de la France, et tu vois ce que ça donne aujourd'hui avec le Covid et tout ça, ou alors tu la fais en France. Tu l'as fait à la campagne d'ailleurs, tu peux créer tu l'as fait en France et il y a un prix. Voilà, il y a un prix. Et puis le consommateur, à un moment, il doit savoir. Il doit savoir si la prestation elle est faite à l'autre bout du monde ou si elle est faite en France par des gens que l'on paye, qui ont une belle couverture, etc. Donc, tu as aussi le fait de vendre, entre guillemets, que ça soit fait en France, c'est sous-entendu, alors qu'au final, ça peut être sous-traité et que le client ne le sait pas. Donc, c'est la traçabilité de tout ça doit être claire. Je pense que dans tous les cabinets qui sont partis sur la RSE, l'entreprise à mission, là, c'est clair. C'est-à-dire où se font les choses, comment elles se font, à quel prix. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Les suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h